je suis ici pour essayer de faire un résumé, en quelque sorte, de ce que j'avance dans ma thèse, sachant que je vais viser à me contraindre à une demi-heure de temps de parole pour laisser un peu de place à la discussion après. Malheureusement, ça ne va pas être un plan en deux parties avec une introduction, juste parce que j'ai pas l'habitude de le faire, donc ça risque d'être un peu éclectique. Ceci dit, je vais commencer par une anecdote, ou plutôt une confession, dont est parfaitement au courant le professeur Bollé. C'est que, bon, ça fait, ma thèse, elle a traîné 8 ans et demi, d'accord, mais c'est peut-être à moitié, à mi-chemin de ma thèse, que je me suis rendu compte qu'il fallait un peu que j'adapte mon sujet de thèse. Parce qu'à la base, ma thèse, elle était intitulée « La neutralité des arbitres internationaux ». Et dans cette thèse, je cherchais un peu à explorer ce que les arbitres devraient être et ce qu'ils devraient faire. Je voyais un manque de neutralité dans certains arbitres et surtout un peu de cynisme dans les arbitres qui sont nommés unilatéralement par une partie et qui émettent des opinions dissidentes pour exprimer une position qui est favorable à la partie qui les a nommés ou défavorable à l'autre partie. Et je voyais, bon, peut-être par ignorance, par idéalisme, par peut-être une part d'arrogance, j'avoue, j'essayais de démasquer un peu, en quelque sorte, je l'avoue, ce qui me semblait être une manipulation du droit de manière partiale. Et je me suis dit qu'un bon moyen de le faire, ce serait de prendre la collection d'opinions dissidentes rendues publiquement de chaque arbitre, par chaque arbitre, de regarder à travers la totalité de ces opinions dissidentes si j'arrive pas à trouver des contradictions. Parce qu'une contradiction, c'est quoi? C'est de montrer une manipulation dans le raisonnement, de montrer des faiblesses, des erreurs, quelque chose qui peut nourrir en tout cas ma thèse sur un manque de neutralité chez certains arbitres. Et j'en ai trouvé. J'en ai trouvé quand je prenais toutes les opinions dissidentes de Charles Brouwer, de Gary Born, de Philip Sands, de Brigitte Stern. J'ai trouvé des contradictions, j'ai trouvé ce qui me semblait être des faiblesses, j'ai trouvé peut-être des manipulations, des contradictions, des fois où on avançait, on mettait l'accent sur le texte du traité, une autre fois sur l'objet et le but, une autre fois sur l'historique de la négociation du traité, des fois où un arbitre mettait l'accent sur le devoir soi-disant moral de suivre une ligne jurisprudence constante, parfois qu'il essayait de le minimiser, ce devoir moral, ou parfois qu'il minimisait le fait qu'il y avait une jurisprudence constante. J'ai trouvé des contradictions. Mais alors là, à un certain moment, je me suis rendu compte alors je vais employer le terme hypocrisie, parce que j'ai appris par le biais de professeur Bollé que l'hypocrisie en français, c'est un terme qui est conscient, tandis que l'hypocrisie en anglais, c'est pas forcément conscient, l'hypocrisie. En fait, c'est un double standard qu'on applique. On n'applique pas le même standard aux autres qu'on applique à soi-même. Et je me suis rendu compte d'une certaine hypocrisie de ma part, un double niveau. Le premier niveau, c'était que je me retrouvais ici à critiquer des arbitres n'ayant jamais ressenti le fardeau de la fonction arbitrale. C'est un fardeau qui est lourd, si on prend en compte la liberté que les arbitres ils ont. Selon le professeur Pierre Mayer, la liberté des arbitres fait peur. Pourquoi elle fait peur? Parce qu'ils ont tellement de liberté dans l'interprétation des traités. C'est-à-dire, ils ont affaire à des traités qui sont squelettiques, dont les dispositions ont été décrites par plusieurs, comme étant squelettiques, comme étant vagues, comme étant ouvertes, qui doivent interpréter ces dispositions selon des règles d'interprétation des traités qui se trouvent aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, qui sont elles-mêmes, ces règles-ci malléables, où la Commission de droit international elle-même dit que ces règles sont plutôt un guide
et qui sont surtout adaptés doivent être adaptés aux circonstances de chaque espèce. Donc ils doivent, et par ailleurs, ils doivent interpréter les traités selon un droit national qui a été décrit par Marty Koskiniemi comme étant fragmenté, par Anthea Roberts comme étant subjectif, et par beaucoup d'autres auteurs depuis Hersch Lauterpacht comme étant indéterminé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on le décrit comme étant indéterminé. Et ils doivent faire tout ça en plus avec le poids de savoir que leurs décisions, leurs interprétations vont être définitives sur le fond, sans un organe supérieur qui va aboutir à une certaine harmonie dans les interprétations, etc. Donc ça, c'est un lourd fardeau. Un fardeau que j'ai moi-même jamais ressenti, et je me retrouvais ici à dire « cet arbitre devrait faire ci, cet arbitre devrait faire ça ». Qui dit que moi-même, en tant qu'arbitre, j'aurais pas ressenti ce fardeau, ce poids de devoir dire le droit? Certes, c'est peut-être une liberté, mais comme le dit Camus, la liberté est d'abord composée de devoir et non pas de privilèges. Donc, c'est un fardeau, c'était une hypocrisie du fait que j'ai jamais siégé en tant qu'arbitre. Mais alors l'autre hypocrisie qui était tout à fait intéressante aussi, c'était le fait que je me retrouvais à lire des opinions dissidentes de Gary Born, de Charles Bauer, de Guido Santiago Tawil, de Francisco Orrego Vicuña, et je trouvais, j'avais une facilité à trouver des faiblesses, des contradictions, je prenais du plaisir à les chercher même. Je me disais, tiens, mais dans une affaire, Gary Born nie une marge de manœuvre de discrétion pour les États, et dans une autre, il l'accepte. C'est quoi cette contradiction? Il manipule le droit, si, ça. Même chose avec Brouwer, pour les interprétations des clauses des nations plus favorisées. Parfois, il mettait l'accent sur le texte, parfois, il mettait l'accent sur l'objet et le but, parfois, il mettait l'accent sur l'historique des négociations, dès lors qu'il faisait appliquer de manière la plus ample possible la clause des nations la plus favorisée. Entre-temps, je lisais les opinions dissidentes de Philippe Sands, de Brigitte Stern, et d'autres, Marcelo Cohen, et j'étais en admiration totale. Je trouvais pas de faiblesse, je trouvais très peu de contradictions. En fait, je trouvais même pas de contradictions. J'essayais pas de trouver de contradictions. J'avais pas tendance à vouloir essayer de trouver des contradictions. Et qu'est-ce qui expliquait cette facilité à ma propre contradiction? C'est-à-dire, comment est-ce que j'ai tellement de facilité à trouver des problèmes dans les opinions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et contrairement à cette, peut-être, je dirais pas angoisse, mais frustration ou autre, à en discerner dans les opinions avec lesquelles je suis d'accord sur le fond. Et ça, c'était une autre hypocrisie. Et donc, j'ai été un peu libéré, je me suis senti un peu soulagé de découvrir cette notion d'idéologie, parce que je me suis dit, en fait, c'est peut-être mon idéologie qui fait que je revis ma propre subjectivité avec une objectivité totale, qui fait que quand je suis confronté à des opinions qui sont différentes de la mienne, j'y vois de la subjectivité dans ces opinions et non pas dans la mienne. Et non seulement cela, mais j'essaie de les expliquer ou de les catégoriser comme étant non seulement subjectives, mais construites, artificielles, peut-être même intéressées. Ça devenait un peu complotiste. Et donc j'ai situé en moi-même un problème, c'était cette tendance à objectiviser ma propre subjectivité et à reconnaître dans les opinions des autres une subjectivité qui n'est pas forcément subjective. Alors certes, je ne pouvais pas faire... J'ai évidemment une thèse, dans une thèse, seul un problème ouvre la voie à une discussion. Je ne peux pas faire une thèse en disant c'est moi le problème. Il fallait que je trouve un problème ailleurs, il fallait que je décèle des problèmes. Et en fait, quand on regarde de plus près, il y en a quelques-uns qui regrettent la polarisation idéologique au sein de la communauté de l'arbitrage d'investissement. Y compris, surtout, je dirais même, Eduardo Silva Romero et d'autres.
Et en vrai, il y a des problèmes de polarisation, d'opinion, que ce soit au sein de la communauté ou de l'extérieur vers l'intérieur de la communauté. Et donc, à partir de ces problèmes, j'ai voulu en faire une thèse. Quels sont ces problèmes? Pour vous donner quelques exemples de problèmes. Alors certes, on parle d'un domaine juridique. Dans le champ juridique, il est coutumier de parler avec, avec objectivité. C'est ce que requiert le droit. C'est ce que les sociologues du droit, du champ juridique, comme Pierre Bourdieu, disent que le champ juridique, l'objectivité, l'universalité c'est la forme par excellence du discours légitime. Donc c'est normal qu'il y ait des compétitions d'objectivité dans le droit. C'est ce que les sociologues appellent legal contestation. C'est-à-dire qu'au fil du temps, à travers ces discours, ces débats qui prennent tous la forme, soit explicitement, soit implicitement, parlent d'un point de vue objectif, qui font avancer des opinions sur ce que le droit est et ce qu'il devrait être. Mais ce qui est problématique, par contre, dans ce contexte, c'est des accusations de subjectivité, voire même en arriver à accuser ses pairs d'un manque d'intégrité. Et on le voit à plusieurs niveaux. On a déjà les débats entre les détracteurs de l'arbitrage d'investissement et de la protection internationale des investissements par voie de traité, qui ont tendance à faire des critiques assez frontales contre tout le système. C'est-à-dire l'idée même, la prémisse même de la protection internationale des investissements par voie de traité, et des arbitres de la communauté, de toute la communauté qui est impliquée dans ce domaine, c'est-à-dire les arbitres, les avocats, les experts, etc. Et ils disent qu'ils sont tous intéressés matériellement pour les frais d'avocat, pour ce que ça gagne, que tout effort vers une réforme quelconque est en vrai un moyen juste d'apaiser les critiques sans réellement adresser les véritables problèmes. Et donc les critiques sont assez frontales. Peut-être sans être surpris, des membres de la communauté ont répondu à ces critiques avec un certain manque de nuances aussi. On a Charles Brouwer qui a accusé l'Union européenne d'être arrogante pour avoir proposé qu'elle adopte une approche unifiée dans les discussions du groupe de travail de la CNUTSI. On a Todd Wheeler qui a accusé les auteurs de Profiting from Injustice d'être inexpérimentés et, il me semble, aussi ignorants. On a Emmanuel Gaillard qui a répondu aussi à ces accusations qui sont faites à l'encontre de l'arbitrage d'investissement en disant que c'est motivé par un agenda anti-globalisation et que c'est idéologique. Et donc déjà à ce niveau-là, on a des accusations de subjectivité qui manquent parfois de nuances. Ça, c'est entre les détracteurs et les partisans. À un autre niveau, on voit des accusations de subjectivité, certes qui ne sont pas aussi communes, mais qu'on voit au sein de la communauté, parmi les arbitres, y compris par les arbitres qui siègent au sein d'un même tribunal. Souvent, parfois on voit des opinions dissidentes qui restent assez cordiales, mais il y a un certain nombre d'opinions dissidentes qui accusent frontalement les co-arbitres, la majorité, d'un manque d'objectivité dans l'interprétation du droit. Non seulement cela, mais d'une intention de manipuler le droit pour, au final, déformer ce que l'arbitre dissident prétend être ce que dit le droit. Parfois allant jusqu'à dire que la majorité a adopté entièrement les arguments d'une des parties et pas d'autres, sans un discernement, sans une critique objective de ce que est censé faire l'arbitre. Parfois, les arbitres dans la majorité y répondent à ces accusations, en accusant aussi l'arbitre qui émet l'opinion dissidente d'un manque d'objectivité et parfois un manque d'intégrité.
ces affaires où il y a des accusations comme ça, elles sont pas assez communes, mais elles existent. Et malheureusement, ça remet en question toute la légitimité de l'institution. Ensuite, on a des accusations qui sont faites à un autre niveau encore, par des tribunaux entiers. C'est-à-dire, si on regarde par exemple le tribunal dans Wintershall against Argentina, il se prononce sur l'interprétation de l'article 31.1 de la Convention de Vienne sur l'interprétation des traités, sur le droit sur les traités. Cette disposition qui s'adresse à l'interprétation des traités. Et à titre d'exemple, en parlant de comment elle devrait être interprétée, il donne deux exemples, deux affaires, SGS contre Pakistan et SGS contre Philippines, en disant que l'interprétation qui est faite de la clause parapluie dans le traité bilatéral d'investissement, dans une des affaires, est une interprétation ou une approche avowedly pro-investor, une approche pro-investisseur déclaré, État déclaré, tandis que celle dans SGS contre Philippines est une approche dans SGS contre Pakistan, une interprétation pro-État déclaré, et dans SGS Philippines, pro-investisseur déclaré. Tandis que les tribunaux dans chacune de ces affaires, aucun d'entre eux n'a prétendu interpréter les clauses parapluies de manière autrement qu'objective. On voit aussi des accusations de subjectivité qui ressortent même par les communautés d'annulation, lorsqu'ils sont affaire à une demande d'annulation faite à l'encontre d'une sentence. Par exemple, CMS contre Argentine, le comité d'annulation a reconnu des défauts graves et sérieux dans le raisonnement du tribunal et dans son interprétation du droit. Il n'est pas allé jusqu'à annuler la sentence, mais d'autres comités d'annulation ont annulé les sentences en reconnaissant des défauts dans le raisonnement, y compris par exemple Enron contre Argentine. Et dans sa décision, on voit des accusations de subjectivité moins frontale, plus implicite. Et donc, visiblement, dans ce contexte, il y a des différences d'opinion, mais des différences d'opinion qui peuvent aussi parfois sembler assez paradoxales au regard de la liberté que les arbitres ont dans l'interprétation du droit, c'est-à-dire les traités d'investissement, les règles d'interprétation qui s'appliquent à ces traités d'investissement aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, et le droit international. Au regard de cette liberté, c'est surprenant qu'il y ait autant de passion parmi les membres de cette communauté à dire ce que le droit dit. Comment est-ce qu'on explique ça ? Il y a plusieurs explications qui sont souvent avancées. Moi, personnellement, je reviens à l'explication que moi-même je donnais quand j'essayais d'expliquer des opinions avec lesquelles je n'étais pas d'accord. On peut dire qu'il y a un intérêt matériel. Et on a beaucoup qui vont chercher la facilité de dire oui, mais peut-être c'est l'intérêt matériel de l'arbitre, par exemple, qui va le pousser à émettre une opinion dissidente en faveur de la partie qu'il a nommée. Peut-être il y a un intérêt matériel à émettre une opinion dissidente dans laquelle il émet ses opinions pour faire une publicité à soi-même, pour pouvoir attirer plus de nominations d'un seul côté. En pensant que ça sera plus intéressant d'attirer des nominations d'investisseurs ou d'États. On peut dire qu'il y a un intérêt matériel pour tous les membres de la communauté de se protéger, de ne pas pointer du doigt les aspects qui peuvent être critiqués de l'arbitrage international, pour protéger la communauté dans son ensemble. Peut-être il y a une part de vérité, en quelque sorte, dans de telles accusations, et il y a des recherches qui montrent, par exemple, un biais d'affiliation parmi les arbitres qui sont nommés unilatéralement par les parties. Il y a même un arbitre qui l'a reconnu explicitement, cette pression subtile d'être nominé par une partie et de vouloir la plaire. Joseph Clock, dans Supervision et contrôle
contre Costa Rica. Mais en vrai, même ces explications ne sont pas assez satisfaisantes selon moi, parce que par exemple, un arbitre qui décide de ne pas déclarer un doute concernant son impartialité, l'intérêt matériel peut expliquer pourquoi il ne fait pas cette déclaration, mais il ne peut pas expliquer la raison pour laquelle l'arbitre ne peut même pas discerner ou y voir un manque d'impartialité en soi-même. Un intérêt matériel peut expliquer pourquoi un arbitre décide d'émettre une opinion dissidente. Mais ça ne va pas expliquer forcément la détermination d'émettre cette opinion dissidente, ni la passion avec laquelle il exprime ses opinions dans cette opinion dissidente. L'intérêt matériel peut expliquer pourquoi des membres de la communauté prennent la défense de l'arbitrage international en réponse aux critiques qui lui en sont faites par les détracteurs du système. Mais l'intérêt matériel, qu'il soit individuel ou collectif, n'explique pas pourquoi certains membres de la communauté, tout en prenant la défense de l'arbitrage international comme moyen de résoudre les différends qui découlent des traités d'investissement, vont en même temps prendre la défense même de la prémisse de la protection des investissements étrangers par voie des traités. Donc c'est pas satisfaisant. Ensuite, d'autres vont pointer du doigt la culture. La culture, il y a un consensus sur le fait que la culture juridique professionnelle des arbitres peut avoir une influence sur leurs opinions, sur la prémisse de la protection internationale des investissements au-delà du droit interne, mais aussi sur les opinions plus concrètes de comment chaque disposition doit être interprétée, l'équilibre qui est fait entre l'État et l'investisseur, etc. Il y a un consensus là-dessus, c'est un consensus un peu général qui dit que les arbitres qui ont une expérience juridique professionnelle dans le domaine privé vont avoir tendance à favoriser les investisseurs, ceux qui ont une expérience juridique professionnelle dans le domaine public vont avoir tendance à sympathiser et favoriser la position des États. Il peut y avoir une part de vérité là-dedans. Et comme l'exprime Thomas Wald, dans son opinion dissidente dans Thunderbird Gaming contre Mexique, il dit la majorité du tribunal voit le verre de l'investisseur moitié vide, moi je le vois moitié plein. Peut-être que la culture juridique professionnelle peut expliquer pourquoi chacun peut voir le verre moitié vide ou moitié plein. Thomas Wald lui-même explique cela par la culture juridique professionnelle dans un nombre d'articles. Sauf que ce n'est pas tout à fait satisfaisant pour deux raisons. De une, je me prends en tant qu'exemple. Mon expérience professionnelle juridique professionnelle provient plutôt du domaine privé, de l'arbitrage commercial, à représenter des compagnies, des multinationales. Et donc, normalement, je devrais être plutôt enclin à sympathiser avec les investisseurs. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Je me retrouve plutôt du côté des États. En tout cas, je me retrouve plutôt à être aligné avec la position des États dans leurs moyens de défense à l'encontre des investisseurs. Plus important encore, il y a une recherche qui a été faite par Michael Weibel, et j'espère que je ne sais pas si je prononce bien son nom, Yu-Wai Huan, qui cherchait à étudier la corrélation entre l'expérience juridique professionnelle des arbitres et les décisions qu'ils émettaient, et s'ils étaient plutôt pro-investisseurs ou plutôt pro-État. Et non seulement ils n'ont pas trouvé de corrélation, mais ils ont trouvé, dans certains cas, pour certains arbitres, par exemple les arbitres présidents, une corrélation négative. C'est-à-dire que les arbitres qui ont une expérience dans le privé ont plutôt tendance à favoriser les États dans leurs interprétations des traités et l'application des traités. Donc la culture juridique n'est pas satisfaisante non plus en tant qu'explication, en tout cas pas satisfaisante à titre exclusif. Et c'est là où l'idéologie devient pertinente. C'est pas une explication exclusive, c'est une explication
complémentaire, c'est une possibilité. Et qu'est-ce l'idéologie? Et c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est une idéologie qui est très vaste, c'est une notion qui est très vaste, qui est franchement interprétée et définie de manière mais tellement ample qu'on n'arrive plus à dire qu'est-ce que ça veut dire même, mais elle a un double sens si on veut essayer de simplifier. On peut parler de l'idéologie du droit, d'un côté. L'idéologie du droit fait allusion à l'objectif ou la valeur dominante d'un certain droit et des croyances, des idéaux, des présupposés qui justifient le fait de donner la dominance à cette valeur ou à cet objectif. D'autre part, l'autre sens, c'est l'expérience phénoménologique d'adhérer, phénoménologique, j'espère que je le prononce bien, parce que je vous ai vu froncer les sourcils, je suis pas sûr que si... Beaucoup de syllabes pour les français. Oui, merci, moi aussi, on est d'accord. Phénoménologique, c'est-à-dire individuel, comment on le ressent, comment on le vit, l'expérience personnelle de comment est vécue l'idéologie. Et là, il y a des auteurs qui disent ce que j'ai dit en guise d'introduction, c'est que l'idéologie, elle objectivise la subjectivité de chacun, de son point de vue personnel. On vit notre idéologie objectivement, et quand on fait face à des idéologies différentes, on a tendance à essayer de les expliquer sans méfier, en les voyant comme étant construites, artificielles, intéressées, subjectives, et on a tendance à reconnaître la subjectivité des autres et non pas la nôtre. Et ce double sens de l'idéologie, à mon sens, il était très intéressant pour essayer, pas forcément de résoudre les problèmes que j'ai identifiés, c'est-à-dire les accusations de subjectivité, y compris parfois des accusations d'un manque d'intégrité, mais au moins de les contextualiser et d'atténuer ces problèmes. Comment? Pour vous donner juste un exemple, en arrivant par exemple à identifier l'idéologie du droit de la protection des investissements étrangers, on arrive à mieux débattre et aborder les critiques qui sont faites à son encontre. C'est-à-dire, on arrive à mieux comprendre et appréhender ce droit et de pouvoir adresser si réellement les croyances qui sous-tendent la dominance qui est accordée à la protection internationale de l'investissement sont des croyances qui tiennent lieu d'être encore au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment dire que la protection internationale des investissements par voie des traités va promouvoir, par exemple, le bien-être économique des États d'accueil? Est-ce que cela va éventuellement promouvoir l'État d'accueil ou l'encourager à améliorer ses institutions et la primauté du droit en son sein? En identifiant ces croyances dans l'idéologie de la protection internationale de l'investissement, on peut mieux faire face aux arguments des bonnes foi qui sous-tendent la dominance qui est accordée à cette valeur, à cet objectif, et aussi les critiques qui peuvent être faites. Par exemple, pour reprendre l'idée selon laquelle la protection internationale des investissements par voie de traité, qu'elle va être nécessaire, cette croyance, elle fait face à une contre-croyance qui dit que, en fait, non, pas forcément. On peut protéger les traités on peut protéger les investissements étrangers par voie de contrat. Pourquoi un traité? À un autre niveau, on va dire, pour reprendre aussi la croyance selon laquelle la protection internationale des investissements étrangers et le fait d'appliquer le droit de la protection des investissements étrangers va pousser l'État d'accueil à améliorer ses institutions afin de respecter ses obligations internationales, etc. Ça aussi, on arrive, quand on identifie cette croyance, on peut aussi identifier les contre-croyances qui sont tout aussi légitimes. C'est-à-dire, est-ce que réellement le fait d'être ouvert à des demandes par des investisseurs pour des violations d'obligations internationales envers les investisseurs étrangers va améliorer l'état de droit
dans le pays d'accueil. On voit déjà que ça n'a pas été le cas ni en Argentine, ni au Pérou, ni en Libye, malgré toutes les demandes qui ont été faites à l'encontre de ces États. Et par ailleurs, comme le dit un représentant de Shell, j'ai oublié sa position au sein de Shell, c'est que les investisseurs, ils recherchent la stabilité. Une dictature peut offrir la stabilité pour les investissements étrangers. Donc, l'idéologie à ce niveau-là, en essayant d'identifier les croyances qui sous-tendent la dominance qui est accordée à la protection internationale des investissements, on arrive à mieux discuter de manière constructive des critiques qui peuvent encore être faites et des moyens d'adresser les problèmes. Une autre utilité de la notion d'idéologie est de pouvoir dissocier les critiques qui sont faites à l'encontre du droit international de la protection des investissements de celles qui sont faites à l'encontre de l'arbitrage international comme moyen de résoudre les différends qui découlent de ces traités. Et là, c'est important de reconnaître ouvertement que l'idéologie de la protection internationale des investissements est une idéologie fondée sur la dominance de la protection et de l'encouragement des investissements étrangers. Quand certes, il y a un but ultérieur dans tout ça, c'est le bien-être des États d'accueil et de leur population. Mais si on prend n'importe quel traité de première ou de deuxième génération, rien que leur titre rend clair que le but de ce traité est de protéger les investissements étrangers. Peut-être il y a l'espoir éventuellement que ces investissements aboutissent à quelque chose de plus concret pour les populations locales, mais quand la définition même de l'investissement n'est pas ancrée sur le bien-être économique de l'État, on peut dire que l'idéologie de ces traités reste une idéologie qui est ancrée sur la dominance de la protection internationale des investissements. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on va venir critiquer les arbitres d'être pro-investisseurs ou pro-globalisation ou pro-capitalisme, il faut reconnaître que les arbitres, on leur demande de trouver le droit, on leur demande pas d'inventer un meilleur droit. Donc, beaucoup de responsabilité est mise sur les épaules des arbitres, quand en réalité, une bonne part de la responsabilité, en tout cas pas la responsabilité, mais de l'objet de ce que les détracteurs devraient plutôt critiquer, c'est le droit lui-même plutôt que les arbitres, dans une grande mesure. Une autre utilité de la notion d'idéologie, c'est, pour revenir à ma propre expérience, mon problème, c'est de savoir reconnaître les arguments de bonne foi dans les opinions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et aussi de reconnaître ma propre subjectivité et ma propre idéologie et l'impact que cela a dans mes propres opinions et comment je les avance. Moi-même, comme j'ai dit, je me trouve plutôt enclin à favoriser la position des États, et ça c'est très important pour moi de reconnaître, quand bien même si je fais un maximum d'efforts, je pense que je souffrirai toujours de ce que disent certains qu'ils appellent une introspection illusion. C'est l'illusion de l'introspection, selon laquelle, quand on recherche de trouver, on s'efforce de situer, d'identifier sa propre subjectivité, on en ressort avec un sens d'objectivité. Ah oui, j'ai contrôlé ma subjectivité. Et en fait, c'est encore pire, parce que souvent, on le fait pas vraiment, et on se croit plus objectif, et on s'érige en une personnification de l'objectivité, et c'est pas forcément le cas. Mais l'idéologie, au moins, de reconnaître que l'effet phénoménologique de l'idéologie est d'objectiviser sa propre subjectivité, appelle à quelque chose de très important, à l'humilité. L'humilité, sachant que on a tous des opinions sur ce que le droit devrait dire, et quand on est mandaté à se prononcer sur ce que le droit dit, on peut très facilement se retrouver à vouloir amalgamer ce que dit le droit et ce qu'il devrait dire. Et donc c'est utile même à niveau personnel pour moi, et je l'espère aussi au niveau de la communauté.
Et voilà, en gros, c'est ce que j'avance dans ma thèse. Ceci dit, je dois apporter une nuance très importante que j'apporte dans ma thèse, c'est que je me concentre sur les mauvaises nouvelles dans ma thèse, et comme je l'ai évoqué dans ma soutenance, on a tendance en tant qu'être humain à toujours se focaliser sur les mauvaises nouvelles et pas les bonnes. Il y a une très bonne nouvelle dans l'arbitrage d'investissement, c'est que là, ensuite, des gens pourraient avoir, certains pourraient avoir des opinions différentes sur si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais selon les recherches sur les sentences qui ont été émises publiquement, les arbitres rendent des sentences unanimement entre 83% et 87% des affaires. Et ça, c'est un taux d'unanimité très important en comparaison avec les tribunaux nationaux, les cours suprêmes canadiennes, américaines, les tribunaux internationaux. Et on se pose la question, pourquoi ? Comment ils arrivent à aboutir à ce taux d'unanimité ? Alors il y a plusieurs explications, je ne vais pas rentrer dans toutes, aux possibilités, mais une explication importante est l'idéologie de la primauté du droit. Et c'est la raison pour laquelle l'intitulé de ma thèse parle de l'idéologie au singulier et non pas au pluriel. C'est que s'il y a une idéologie unificatrice parmi les arbitres des traités d'investissement, c'est l'idéologie de la primauté du droit. Et en vrai, il y a aussi des études qui ont été faites sur l'expérience et l'éducation des arbitres, en tout cas Sirdi. 99,7% des arbitres Sirdi ont soit une formation juridique, soit sont des avocats, soit ont été des ex-juges. Donc on est tous des avocats. Et les avocats sont par excellence, selon un sociologue du droit, Milo Serrar, par excellence des anti-idéologues. Alors c'est peut-être une bonne chose d'être anti-idéologue, dans la mesure où c'est un dévouement vers l'objectivité. Et c'est ce dévouement vers l'objectivité qui peut peut-être expliquer la raison pour laquelle on arrive à une certaine unanimité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que quand bien même il y a une certaine indétermination des traités, une malléabilité dans les règles d'interprétation des traités, une indétermination, subjectivité ou fragmentation dans le droit international, on ne peut pas faire dire aux dispositions des traités tout et n'importe quoi. Il reste quand même une certaine cohésion des contours autour desquels il y a un consensus. Comme l'appelle, le décrit Mathias Sodite, professeur Mathias Sodite, il y a un esprit de système, un esprit de système dans lequel les arbitres sont dévoués à une certaine objectivité. Et c'est peut-être la raison pour laquelle certains arbitres qui sont nommés une fois dans une affaire ne sont pas nommés à nouveau, ou certains arbitres ne sont jamais nommés. Par exemple, on va rarement voir sans citer de prénom, de nom, mais un arbitre qui va dire que le droit interne devrait primer sur le droit international, franchement, c'est un peu poussé pour rester dans ce cadre de dévouement à l'objectivité du droit. Un autre arbitre qui va dire que l'article 11 des traités entre, par exemple, l'Argentine et les États-Unis sur l'exception de sécurité nationale, que cette exception de sécurité nationale peut être invoquée unilatéralement sans examen objectif, là encore, ça reste pas tout à fait crédible parce que ça remettrait en question tout le but du traité. Et donc, peut-être c'est soulageant de dire qu'il y a une idéologie unificatrice parmi les arbitres qui est l'idéologie de la primauté du droit.